Donc, on a dit que pour i allant de 1 jusqu'à n-1. Donc, u1, n plus 1, u2, n plus 1, jusqu'à un-1 à l'instant n plus 1. Donc, égale la matrice dans la diagonale 1-2f, la surdiagonale c'est f, la sous-diagonale c'est aussi f. Vous voyez, c'est une matrice symétrique. Donc, fois u1n, u2n, jusqu'à le un-1 à l'instant n, plus delta t fois, bien sûr ici, f1n jusqu'à fn-1 n. Ah. Donc, si je connais les solutions à l'instant n, je peux calculer les solutions à l'instant n plus 1. Et donc, je fais une évolution sur chaque. Une fois la valeur n plus 1 est connue, je peux la mettre ici et calculer la solution d'après. Et ainsi de suite. Donc, on va faire une boucle de calcul itérative pour calculer toutes les solutions sur tous les nœuds internes à chaque pas de temps. Bien sûr, en commençant par la solution à l'instant initial, c'est-à-dire à l'instant n égale à 0. Et donc voilà, le problème se résout à la solution de ce système, de cette équation, pardon, de ce système matriciel à chaque pas de temps. Vous voyez ici pourquoi le schéma est dit explicite. Donc, pour calculer la solution à l'instant n plus 1, on n'a pas besoin de faire des calculs. C'est juste le produit de cette matrice-là fois la solution précédente plus un terme constant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le schéma de l'aire explicite. Alors maintenant, avant de passer à l'application, donc je vais aussi énoncer ce qui se passe lorsque on choisit, au lieu de la différence divisée avant pour la dérivée spatiale, pour la dérivée par rapport au temps, si je choisis la différence divisée arrière, pour obtenir aussi la méthode de l'aire implicite. Je tiens à préciser ici que, comme on a vu dans le cours, le schéma de l'aire explicite, il est conditionnellement stable. Donc, il faut que ce f-là soit plus petit que 1,5. On a démontré ça en utilisant la stabilité de von Neumann. C'est normal pour avoir ce terme-là positif, tout simplement. D'accord? Pour avoir ce terme-là positif. Donc, f doit être plus petit que 1,5. D'accord? Alors, pour le schéma de l'aire implicite, je vais reprendre, mais là, je vais reprendre à partir de l'équation de départ. J'ai oublié de dire pour i égale à 1, qu'est-ce qui se passe. J'ai oublié d'ajouter, bien sûr, les conditions au bord UGN et UTN. Donc, pour la première équation et pour la seconde. Je vais refaire ça tout de suite. Alors, pour i égale à 1, vous avez U1n plus 1 est égal à 1 moins 2f U1n plus f U0n plus f U2n plus, bien sûr, le delta t F1 égale à F1n. Alors, le U0n, c'est quoi le U0n? Le U0n, c'est la solution au point x0, c'est-à-dire en 0 et en tn. Alors ça, on a dit que c'était gauche, pardon, UG en tn, c'est-à-dire UGN. UGN. Et donc ce terme-là, ça va être FUGN. Donc je vais l'ajouter à ce terme-là.
D'accord? Donc, voilà. La même chose pour la dernière. On va ajouter le f u dn. Donc, le système, c'est le système de tout à l'heure. Hein? U1, n plus 1 jusqu'à un moins 1, n plus 1. Donc, égale la matrice 1 moins 2f, f, f. 1 moins 2f, ici f, 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 tridiagonale, ici c'est de 0. Bien sûr, fois le vecteur u1n jusqu'à un moins 1n. Alors, plus, ici c'est delta f, delta t, f1n, plus f ugn, u gauche. Voilà, ugn. Et ici, c'est delta t f de n, delta t, tous les termes sont identiques. Hein. Le dernier, ça va être delta t f n moins 1 n plus f u d n, tout simplement. Donc, j'ai oublié d'ajouter ces deux termes qui proviennent, bien sûr, des conditions aux limites. D'accord? Voilà, c'est ça notre système. Alors, pour le schéma d'Euler implicite, pour le schéma dit d'Euler implicite, donc je reviens à l'équation d e sur dt moins alpha d seconde de e sur dxi, bien sûr au point xi, je vais choisir ici tn, xi tn égale f de xi tn. Alors, si je choisis le schéma, l'approximation de la dérivée pour Euler, maintenant on va expliquer ce que c'est que Euler implicite. Schéma d'Euler implicite. Schéma d'Euler implicite. Alors, si je choisis ici la différence divisée arrière, je vais avoir ici I en xi tn, hein, u de xi tn, moins u de xi tn moins 1 sur delta t, moins alpha ici la même chose, ui n, moins 2 ui n plus ui moins 1 n sur delta x carré est égal à FIN. Bien sûr, là, j'ai choisi la différence divisée arrière. Différence divisée arrière. D'accord? Je vais aussi noter la même chose que tout à l'heure. F, c'est alpha delta t sur delta x carré. Et je vais obtenir le système suivant. UIN avec les notations de tout à l'heure. UIN moins UIN moins 1 moins F facteur, donc le F c'est alpha delta t sur delta x carré. UI plus 1 n moins 2 UIN plus UI moins 1 n, donc égal à FIN. Alors je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté. Donc je vais avoir ici plus le UIN moins 1. Pardon. Ok. J'ai oublié de multiplier ici par delta t. Hein. Multiplier tout par delta t. Alors maintenant, on a le schéma suivant. Donc, moins f, ici ainsi moins. Donc, moins f, ui moins 1 n, plus 1 plus 2f, uin, moins f, ui plus 1 n, est égal à ui n moins 1 plus delta t, f, in.
vous voyez que ici, pour chercher la solution à l'instant n, donc c'est ça, donc, en fonction de la solution précédente, il faut bien sûr inverser une matrice. Alors si vous voulez, on va développer ça pour l'écrire sous forme matricielle. Bien sûr, toujours pour i ici entre 1 et n-1. Pour i entre 1 et n-1. Alors, pour i égale à 1, pour i égale à 1, on va avoir moins f u0n plus 1 plus 2f u1n moins f i de n est égal à delta t f1n plus u1 n-1. Alors le u0n, on a dit que c'était u gauche, ugn. Donc je vais le faire passer de l'autre côté et je vais avoir seulement le u1n et le u de n. La même chose. Hein? Donc ici moins f, donc ça va faire 1 plus f. Donc si on veut écrire ça sous forme matricielle, donc on va avoir le système suivant. On va voir le système suivant. Donc la matrice 1 plus 2f en diagonale, moins f sur la surdiagonale et moins f à la sous-diagonale. Bien sûr, fois le vecteur u1n, u2n jusqu'à le un-n. Et le second membre, ça va être delta t, donc ça va être déjà le u1n-1, le u2n-1 jusqu'à le un-n-1, plus, ici, je vais avoir delta t f1n plus f ugn, gauche, voilà, ugn, et delta t f de n, ainsi de suite. Alors le dernier, ça va être delta t f n-1n, n-1n, plus f u droite, udn. Voilà. Donc vous voyez que pour chercher la solution à l'instant n, en fonction de la solution à l'instant précédente, je dois inverser ce système. Donc a u n, donc la matrice A fois u n, c'est égal à u n-1 plus un vecteur b n. D'accord? C'est ça. Donc à chaque pas de temps, je dois inverser ce système pour retrouver la solution à l'instant, pardon, ici, c'est l'instant, pardon, n-1. Ici, c'est b indice n. Voilà. Et donc, pour chercher la solution à l'instant n, en fonction de la solution à l'instant précédente, je dois inverser ce système. C'est pour cela que le schéma est dit implicite. Alors, il faut déjà remarquer que, bien sûr, ce système-là est bien inversible, donc on a existence et unicité de la solution, pour la simple raison que cette matrice-là, elle est à diagonale strictement dominante. Elle est à diagonale strictement dominante. Le terme f, c'est un truc positif. Hein. N'oubliez pas que f, c'est le coefficient de diffusion multiplié par le pas temporel divisé par le pas spatial au carré. Et donc, en valeur absolue, ça va faire f. Donc, si je fais la somme des parts et d'autres des termes de chaque ligne, ça va être 2f. Et 2f, c'est plus petit que 1 plus 2f. Et donc, c'est une matrice à diagonale strictement dominante. Donc, elle est inversible. Et donc, on a solution à chaque pas. À chaque pas de temps, on a une seule solution. Voilà, donc c'est ça la différence entre le schéma implicite et le schéma explicite. Donc, le schéma implicite est un petit peu plus compliqué que le schéma explicite, puisqu'on doit à chaque pas de temps faire une inversion d'une matrice d'ordre
n-1, hein, d'ordre n-1, ce qui n'est pas toujours simple, si bien sûr on a une matrice de taille, si le pas est petit, hein, si le pas de espace plutôt temporel du temps est petit, donc on va avoir une matrice, le pas du temps, de l'espace, pardon, le pas de l'espace, puisque ici le n, la dimension dépend bien sûr du, du pas de la discrétisation sur l'axe des x. Donc si on a un pas x de delta x petit, donc cette matrice est assez grande. Donc pour cela, on essaie de factoriser par exemple A sous forme du produit de deux matrices, une triangulaire inférieure et l'autre triangulaire supérieure, pour éviter de faire une inversion de la matrice A en utilisant par exemple les méthodes de décomposition de Dolittle ou de Crout. Alors, pour l'application des méthodes de l'aire implicite et explicite dans le cas d'évolution, j'ai choisi cet exemple assez simple. d sur dt moins 1 sur pi carré, la dérivée seconde de i par rapport à x carré égale à 0. Donc le second membre est constant, égal à 0. Donc le f, notre fonction f est nulle. Alors la condition initiale, c'est u de x et de 0 est égal à exponentielle px. Donc ça c'est le u0. Hein? C'est ce qu'on a noté u0 de x. Alors la solution gauche, ugt est égal à 0 et udt est égal à 0. Alors cet exemple-là, il est facile de montrer qu'il admet une solution exacte sur l'intervalle, bien sûr, 0, 1, qui est de la forme sinus px fois exponentielle moins t. Alors j'ai pris cet exemple-là pour pouvoir comparer, bien sûr, la solution exacte avec la solution approchée qu'on va calculer par la méthode de l'aire explicite en un point, en un temps t égale t final. Donc le t final ici c'est 1. Donc je vais commencer par définir la discrétisation spatiale. Donc le dx j'ai pris 2 fois 10 puissance moins 2. Le dt j'ai pris 10 puissance moins 3. Donc le pas temporel et ça le pas spatial. Et bien sûr, ce qu'on a noté tout à l'heure, f, c'est le delta t sur pi carré delta x au carré. Hein? D'accord? Donc la matrice A, hein, pour le cas, j'ai dit explicite, c'est 1 moins 2 lambda. Hein? Ça, c'est le f que j'ai noté tout à l'heure. Hein? Le f de tout à l'heure, c'est ça. Hein? Là, je l'ai noté lambda. Donc 1 moins 2f. Et bien sûr, sur la surdiagonale, c'est f, c'est le f, donc c'est le lambda. Et la sous-diagonale, c'est lambda. Donc à chaque pas de temps, bien sûr, là, j'ai commencé par la condition initiale. J'ai pris les UI, c'est sinus px. Hein, sinus pxi. Alors le xi n'est autre que i delta x. Hein, puisque j'ai ôté les extrémités, hein, le x0, le 0, et le xn, bien sûr, qui est le bord droit. D'accord? Donc j'ai pris seulement les UI pour i entre 1 et n-1. Donc voilà, donc ça, c'est pour programmer, pour définir la condition initiale. Donc vous pouvez ici, par exemple, mettre ici un commentaire, condition initiale. Condition initiale. Pour vous repérer. Voilà. Donc ça, c'est la condition initiale. Donc c'est avec laquelle je vais commencer. Alors maintenant, je veux chercher la solution numérique à l'instant t final égale à 1. Alors pour arriver jusqu'à un temps final t égale à 1, avec un pas delta t égale à 10 puissance moins 3, donc je vais bien sûr faire plusieurs itérations
D'accord? Plusieurs itérations pour pouvoir arriver à t égale à 1, puisqu'on n'a pas delta t égale à 10 puissance moins 3. Donc, le premier étage, ça va être 10 puissance moins 3. Le second, c'est 2 10 puissance moins 3, 3 10 puissance moins 3, et ainsi de suite. Donc, il faut faire 10 000 itérations. Hein? 10 puissance 3, donc... voilà, donc 10 à la puissance 3, donc 1000 itérations, pardon, 1000 itérations pour arriver au temps final t égale à 1. Alors, pour cela, j'ai posé k égale à le temps final sur delta t, c'est-à-dire le nombre d'itérations qu'il faut faire pour arriver au temps final. Donc, je vais faire la première itération, je vais calculer U1 en fonction de U0. Grand U1 en fonction de U0, U2 en fonction de U1, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que je les ai notés tous égal à U. Donc U, donc la nouvelle, donc la matrice, bon, notre programme, ça va être UN plus 1 est égal à A fois UN. Alors, puisque le second nombre est nul, hein, le F est nul, donc je n'ai pas de terme, ainsi de suite, bien sûr aussi, les valeurs au bord sont aussi nulles. Donc, mon système se réduit à UN plus 1 égale à A fois UN pour le schéma explicite. Alors, je vais commencer par la solution initiale, U ici. Je calcule la nouvelle, puis je la mets ici, je calcule la seconde. C'est pour cela que je n'ai pas mis d'indice, j'ai mis U est égal à A fois U. C'est-à-dire la nouvelle valeur, le nouveau vecteur U, c'est A fois l'ancien vecteur, en commençant bien sûr par la condition initiale. Donc, on fait des itérations, hein, de m allant de 1, bien sûr, je vais commencer par cette valeur, jusqu'à k, hein, de m allant de 1 jusqu'à k, pour arriver au temps final, grand T est égal à 1. Alors, pour finir, puisque U, c'est la solution juste sur les nœuds internes, je dois ajouter les extrémités, donc je considère le vecteur V comme dans le cas stationnaire. V1, c'est la donnée au bord gauche, et Vn plus 1, c'est la donnée au bord droit. Et donc, j'obtiens la solution ici. Et bien sûr, le Vj, c'est le Uj-1, c'est-à-dire la deuxième composante de V, c'est la première composante de U, ainsi de suite. Et pour finir, on peut tracer le X et le V avec la couleur rouge. Ici, j'ai choisi la couleur rouge. Alors maintenant, j'ai aussi la solution exacte. Hein. Vous voyez ici, la solution exacte, c'est sinus px fois exponentielle moins t. Alors le tt ici, c'est j'ai pris le nœud 0, le vecteur de composante, de première composante 0, la dernière composante c'est 1, et j'ai pris son valeur entre 0 et 1. Donc un pas 10 puissance moins 2. Et là, je trace la solution exacte, là, la solution exacte, puis ici la solution approchée. Alors pour ne pas vous tromper, pour ne pas vous confondre, je vais noter ici, au lieu de UTT, je vais noter XX, hein, pour ne pas faire une confusion avec, bien sûr, le temps. Là, c'est l'espace ici. D'accord? Donc là, je vais faire UXX. Voilà. Et pour finir, je vais calculer la norme infinie, hein, la différence en norme infinie de la solution approchée avec de la solution exacte avec la solution approchée. Ici, j'ai pris la solution exacte au même nœud que pour notre problème. Alors, donc si je... Voilà. Donc, regardez bien là. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez prendre des notes, donc c'est ça, le programme. Donc, le départ du début jusqu'à la fin. Donc, je commence par la matrice. Je définis bien sûr la discrétisation. Je prends bien sûr la discrétisation spatiale, le nombre n de 1 de 0
le nombre de nœuds sur l'intervalle. Hein. Donc n, c'est le nombre d'intervalles. Donc on a n plus 1 nœud, hein, puisqu'on a n plus 1 nœud. Donc si j'élimine les deux extrémités, donc j'obtiens une matrice n-1. Voilà. Donc si j'exécute ça, CTRL L, voilà. C'est ça. La solution exacte et la solution approchée. On a presque le même profil que tout à l'heure, hein, puisque c'est une fonction sinus. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Alors, on a les deux figures sont ici. Alors, si je regarde, bien sûr, l'erreur en norme infinie, c'est 6 10 puissance moins 5, hein, qui est assez bonne. Hein. D'accord? Alors, pour vous montrer que le schéma de l'air explicite est conditionnellement stable, là, si vous voulez, hein, le lambda, alors la valeur de lambda ici, c'est 0,25. Donc 0,25, c'est plus petit que 1,5. Donc c'est pour cela qu'on a une convergence, on a une stabilité. Mais si le lambda dépasse 1,5, on va pas retrouver de bons résultats. Je vais vous montrer ça. Alors maintenant, je vais changer le delta t. D'accord? Donc je vais changer le delta t. Au lieu de prendre 10 puissance moins 3, je vais seulement prendre 10 puissance moins 2. Alors je vais éliminer la dernière figure. Et je reprends, CTRL L. Vous voyez qu'on n'a plus de stabilité. Vous voyez que la solution approchée oscille entre 0 et 1. Hein? Alors, si vous calculez le lambda ici, si on calcule ici lambda, vous voyez l'erreur c'est 10 puissance 79. OK, ça explose complètement. Alors, si vous calculez ici lambda, 2,53. Donc, c'est plus grand que 1,5. Donc, on a dit, pour avoir une bonne solution en utilisant la méthode de l'air explicite, il faut bien faire attention à la condition de CFL ici, qui est le F, c'est, on a dit que c'était alpha, donc 1 sur pi carré, delta t, sur delta x carré ici. Voilà. Hein, ce que j'ai noté dans le programme lambda. Hein, ce que j'ai noté dans le programme égal à lambda. Voilà. Donc lambda, delta t, voilà. Delta t sur pi carré, delta x carré. Alors, je reprends ici le delta t égale à 10 puissance moins 3 pour avoir un f plus petit que 1,5. Et là, bien sûr, on a convergence. On a stabilité et convergence. Alors, je vais ôter cette figure-là et faire ça. Voilà. Donc, vous voyez que la méthode ici est stable puisque j'ai pris un f plus petit strictement que 1,5. Donc, le f, c'est 0,25. Alors, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant la méthode dite implicite. Alors, la méthode implicite, pour le même problème, ça va être AUN plus 1 est égal à UN. Égal à BUN, avec bien sûr la matrice B différente, bien sûr, de A. La matrice B, ça va être 1 plus 2F sur la diagonale et moins F sous la sous-diagonale et moins F sous la sous-diagonale pour le schéma implicite. Voilà. Donc c'est ça le schéma implicite. Hein, delta x, delta t, lambda. Donc on a le même programme, sauf que bien sûr la matrice ici B change. Hein, donc on a 1 plus 2f sur la diagonale et moins f à la sous-diagonale et moins f à la surdiagonale. F ici c'est noté lambda.
Donc le même programme, sauf que ici, bien sûr, pour calculer la nouvelle valeur, donc puisque j'ai BUN plus 1 égale à UN, donc UN plus 1, c'est l'inverse de B, donc le UN plus 1, c'est l'inverse de B fois, bien sûr, le UN. Alors là, je ne l'ai pas donné d'indice, puisque je fais des itérations, donc à chaque fois, j'écrase l'ancienne valeur par la nouvelle valeur, ainsi de suite, jusqu'à arriver au temps final pour calculer la dernière solution dans le programme. Alors voilà, donc c'est ça. Donc c'est presque la même chose. Hein? Alors je vais ouvrir aussi les exécutions ici et le calcul de la norme infinie. Voilà. CTRL L. Voilà, on obtient bien sûr une bonne approximation. Là, vous avez deux figures, une en rouge qui est la solution approchée et la solution exacte en noir. Alors, si on veut voir l'erreur, hein, on a une erreur de 7 10 puissance moins 4. Alors, pour le lambda ici, hein, vous voyez que le lambda ici, dans ce choix-là, est égal à 4,05. Et malgré ça, hein, les figures obtenues sont satisfaisantes. D'accord? OK. Lambda égale à 4, strictement supérieur à 1,5. C'est pour vous dire que le schéma de l'air implicite, il est inconditionnellement stable. Donc, ça sera la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.